au niveau mondial. Donc, avec Michel et les organisateurs, on a essayé de cibler un nombre restreint de pays, ce qui va nous permettre de peut-être rentrer un peu dans les détails, mais sans malheureusement pouvoir être parfaitement exhaustif. Donc, on va essayer de faire au mieux. Je vais essayer surtout d'éviter des grandes généralités qui sont souvent trop souvent entendues. Donc ça sera assez frustrant de passer rapidement sur les différents pays. Par contre, je compte sur vous pour m'interroger plus tard s'il y a des choses qui ne sont pas forcément précises. Et l'idée, ce sera de faire le parallèle avec les questions pour amener ça sur l'offre française et puis les choses dont on pourrait s'inspirer ou au contraire, je sais pas, projeter. Donc, c'est à droite, hein. C'est parti. Donc ouais, le titre, ce serait les solutions gagnantes développées par les entreprises dans les autres pays viticoles. Donc on s'est basé principalement sur des zones de production. Malheureusement, je crois que quand on a fait la liste, on avait exclu l'Italie, ce qui sera un peu dommage, puisque c'est quand même peut-être celle qui est la plus proche finalement de tous les types d'appellations, les types de catégories qu'on peut avoir, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, j'espère. Donc commençons déjà par le premier pays qui est l'Espagne. Alors je voulais juste résumer quelques points qui pour moi sont vraiment assez importants. La première, c'est au niveau, en tout cas, alors effectivement comme Guillaume le présentait, la particularité de mon métier, moi, c'est d'être dans le courtage. Donc on met en relation des producteurs avec des acheteurs. Donc on est plutôt sur une vision amont et davantage sur des dynamiques de vrac que des dynamiques de bouteilles. Et c'est vrai que si on doit analyser en tout cas l'offre espagnole, on a peut-être en tête des appellations comme la Rioja, mais il faut se dire que sur 40 millions d'hectares qui sont produits, on parle quasiment de la moitié en fait qui vient d'une zone qui s'appelle la Mancha, qui est dans le centre de l'Espagne, et qui est caractérisée en fait par un positionnement très très entrée de gamme sur le marché européen. Donc quand je dis marché entrée de gamme, que ce soit pour le vin, mais que ce soit aussi pour les débouchés qu'on peut imaginer à l'utilisation du raisin, puisque une grosse partie en fait de leur production n'est pas forcément transformée et vinifiée. Il y a une grosse partie qui reste conservée en tant que jus. Alors des jus qui ne sont pas gardés au froid, mais qui vont être sulfités pour être réutilisés au cours de l'année pour rentrer dans l'élaboration de monts concentrés. Donc c'est tout ce qui va vous servir à faire de l'édulcoration pour certains pays ou de l'enrichissement quand on est sur des zones où la chaptalisation n'est pas autorisée. Donc il y a potentiellement en fait une réorientation des produits. Mais si on revient en tout cas sur la partie vin, alors on a essayé justement quand on voulait faire ces slides de définir ce qui était pour. Enfin, moi j'avais noté vin égale commodité, mais c'est vrai qu'il faut se dire que sur l'Espagne et donc quasiment sur la moitié de leur production, on est sur des produits, en fait, la définition, elle est ni plus ni moins que comme, je sais pas, une matière première qu'on pourrait imaginer sur que ce soit du blé, de l'orge ou autre chose. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un vin blanc, à date, ça va coûter dans les 2,50 € le degré hecto. Donc 2,50 € le degré hecto, ça veut dire qu'en fait, on considère qu'une grosse partie de la production espagnole, elle doit avoir un niveau de degré d'alcool qui va se situer entre 10 et, peut-être 12 degrés. Et que 10 fois 2,50, ça fait 25 € finalement de l'hecto, 25 centimes le litre. Et que quand on parle des rouges ou des rosés, on va les spécifier comme si on parlait encore une fois d'une commodité. Donc on parle de degré de couleur, d'intensité de couleur, de produits qui sont vraiment très très standards et très basiques, quoi. La particularité justement de ce positionnement très très entrée de gamme, c'est qu'on est sur une offre qui est principalement régie par quelques gros opérateurs. Alors ils sont 2 au niveau national, et ils sont, si on rajoute les acheteurs en fait qu'on va retrouver en France ou en Espagne ou en Allemagne, pardon, qui sont les 2 autres plus gros pays acheteurs en fait de ces pays-là. Clairement en fait on s'aperçoit qu'on est sur c'est finalement pas l'offre qui est c'est pas les producteurs en fait qui définissent le prix de leur offre, c'est réellement les marchés d'acheteurs qui vont définir en fait le prix d'achat très rapidement dans l'année. C'est-à-dire qu'on observe d'ailleurs que généralement la fixation de ces prix, elle se fait en début de récolte, elle essaye plus ou moins de tenir compte de la production qui a été produite.
elle va être presque finalement imposée quoi, par les autres opérateurs internationaux qui vont dire bon, bah, sur le marché des commodités, j'ai le choix entre l'Espagne, j'ai le choix entre l'Italie, donc bah, je vais vous fixer finalement le prix par rapport à la capacité aussi que je vais avoir enfin, le prix de départ plus le prix de transport, et puis voilà le prix où est-ce qu'il faut aller. Donc il y a vraiment, on va dire, une offre qui est dictée quoi, par les acheteurs et pas forcément par la production. Je voulais insister aussi sur effectivement l'énorme potentiel qu'il peut y avoir sur ce pays qui n'est pas forcément exploité, qui pourrait être un peu une image aussi de ce qu'on est en train de connaître dans la viticulture bio, puisque il y a une réserve énorme de production bio sur le marché espagnol, mais des vins qui ne sont pas forcément revendiqués en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils sont déjà ce qu'on est malheureusement en train un petit peu de connaître sur la récolte 2022-2023. En France, où on a effectivement une partie de l'offre qui va s'écouler sur le circuit conventionnel et pas forcément avec une survalorisation en bio. Je voulais, sans avoir une vision totalement négative, il y a quelques marques par contre qui dans le pays arrivent à se différencier. Alors j'en ai cité juste deux, Osborne et Torres. Il y en a qui est connu par son implantation et puis son développement international dans d'autres pays producteurs, avec la Torres, un producteur négociant aussi qui a su très tôt comprendre la dynamique, enfin les autres segments qui pouvaient exister, avec notamment un succès qui est indéniable sur la filière 0 degré, quoi, donc les Natureo, qui est une marque connue en fait de Torres, qui opère en fait dans le monde des vins sans alcool depuis pas mal d'années. Et Osborne, qui a une vision un poil plus haut de gamme, et qui est assez intéressante parce qu'elle a su elle aussi essayer de réfléchir à des solutions autres que vin, en créant également aussi en allant dans le monde des spiritueux, avec notamment des marques de gin. Alors si vous connaissez, si vous êtes familier au monde du gin, ils ont créé une marque qui s'appelle Nordes, qui est un gin galicien qui marche très très bien là-bas, quoi. Juste pour vraiment résumer, après, par rapport à ce pays-là, c'est vrai que encore une fois, c'est un pays qui est dépendant des gros marchés européens et principalement dépendant du vrac. Bien qu'il dispose de marques fortes et avec des positionnements élevés, si on prend quelques appellations que j'ai citées, là, que ce soit Ribera del Duero ou Rioja en rouge, il est souvent au niveau international confiné à alimenter le segment des premiers prix. Et encore une fois, par des importateurs qui ont... alors quand je disais les importateurs, les pays importateurs, il faut imaginer aussi que c'est quand même le grenier à vin de tout ce que vous allez retrouver dans les vins, la catégorie sparkling, donc les vins mousseux, si vous imaginez toute l'offre qu'on peut retrouver dans la vallée, enfin pas la vallée du Rhône, mais on va dire plutôt dans la Saône, toutes les marques comme Critère, Vambal ou Café de Paris, si on va plus côté... C'est malheureux, enfin, c'est des produits qui ne sont pas produits avec des origines françaises, mais qui utilisent justement en fait la production espagnole pour pouvoir faire ce genre de production. Ouais, okay. Donc c'est des faiseurs comme Indivo pour Café de Paris ou autres. Tout à fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est on parlait effectivement au moment de succès de certains sparkling, notamment le Prosecco. On est dans l'univers en fait des méthodes, enfin des cuves charmantes, enfin des méthodes charmantes, c'est-à-dire que on est dans un univers de mousse, mais sans avoir de méthode traditionnelle. On est vraiment sur des méthodes rapides en fait de prise de mousse, et avec des coûts qui sont quasiment inférieurs de moitié, quoi. Après, ils ont des acteurs quand même de mousseux qui font quand même de la qualité, comme Freixenet en Catalogne. Il ne faut pas acheter. Non, tout à fait. Et c'est assez. Merci pour pas me faire oublier ce point-là, parce qu'il y avait le Cava. C'est assez intéressant justement de voir aussi que chez eux, sur les Cavas, et notamment le Cava, on va dire catalan, il y a un renouvellement et une mue qualitative en fait qui est en train de s'opérer, et avec justement peut-être pour le coup la volonté de prendre le contre-pied de ce que pouvait faire Freixenet pendant des années, qui a su imposer en fait le nom de Cava au niveau international, mais malheureusement qu'il a peut-être positionné à un niveau un peu bas, et avec peut-être pour ceux qui ont
qui se souviennent d'en avoir bu, je pense, quelques mauvais souvenirs gastriques ou d'estomac. Donc là, je vous invite à... Il faut leur goûter aujourd'hui, et puis il y en a d'autres aujourd'hui qui ont pris... Exactement, et on va dire qu'il y a une vraie mue, et il y a aussi ils sont en train de prendre un peu on va dire que le Prosecco a ouvert la voie en fait, du sparkling, hors crément et hors champagne, et on voit qu'il y a on voit que, à mon avis, les prochains à suivre, en tout cas au niveau espagnol, ce sera les cava avec des niveaux qualitatifs qui seront supérieurs. Quoi. Merci pour le rappel. Quelques minutes sur le Chili, où on a un pays qui est assez intéressant sur différentes choses. Alors déjà, juste de rappeler qu'il y a quasiment zéro consommation au sein de ce pays, c'est-à-dire qu'ils sont... c'est un pays, je crois que de mémoire, alors peut-être que je me trompe sur les chiffres, mais on parle quasiment de 12 millions d'hectos, c'est-à-dire presque la production finalement du Languedoc. Et c'est un pays qui est contraint d'exporter à 100% finalement sa production. Et pour revenir sur la consommation, beaucoup de pays d'ailleurs de l'Amérique du Sud n'autorisent pas l'importation de vin en vrac chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun flux entrant chez eux et uniquement des flux sortants. Donc on a un pays qui a qui se compte entre 8 et, on va dire minima entre 8 et 12 000 km de toutes les autres zones, de ses principales zones de consommation, et donc qui a dû totalement en fait comprendre et cibler et stratégiser aussi les consommateurs ou les pays en fait qui ciblaient, qui souhaitaient cibler. Donc il se caractérise par une production de vin de cépage avec des niveaux de rapport qualité-prix qui sont assez intéressants. Le gros de la production va se situer dans la vallée centrale. Viticolement parlant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays qui a une production qui va être établie un peu comme un échiquier, c'est-à-dire que c'est le paradis des œnologues ou des propriétaires, puisqu'ils peuvent planter un petit peu nord-sud ou est-ouest et puis aller chercher soit du froid, soit de l'eau, soit on va dire que c'est comme... c'est plus nord-sud qu'est-est-ouest, parce que la bande est assez large, ça leur permet de se rapprocher aussi de la mer et puis de garder la partie montagneuse. C'est un pays qui a une capacité aussi d'adapter rapidement sa production pour coller à différents marchés export, c'est-à-dire que c'est la notion d'arrachage, la notion de changement de couleur, c'est des choses qui existent presque pas. C'est-à-dire que typiquement, on est sur du greffage plutôt que de l'arrachage et replantation. Donc c'est-à-dire qu'on gagne tout de suite quasiment 2 ou 3 ans pour être, on va dire, en lien avec le marché. Alors je disais effectivement cette notion dans la notion de stratégie et d'export, c'est un pays qui a su aussi négocier des accords douaniers avec quasiment tous ses principaux marchés. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quand un vin américain, un vin australien, quand ils doivent rentrer en Europe ou doivent rentrer aux USA, ils sont taxés. Alors si on prend l'Europe par exemple, on parle de 10 € de l'hecto, donc 10 centimes le litre en fait à l'importation. Dans le cas du Chili, c'est 0. Dans le cas du Chili sur le marché chinois, c'est 0 aussi. Dans le cas du Chili sur le marché américain, c'est moins taxé que peut-être d'autres, mais par contre, il y a une proximité en termes de distance qui va les favoriser. Donc c'est un pays qui est assez intéressant parce qu'il a su rapidement en fait stratégiser et puis définir quelles étaient ses cibles prioritaires. Donc pendant longtemps, il s'est développé avec le marché européen, et notamment les pays non consommateurs, donc nord de l'Europe ou Angleterre. Et finalement, avec la montée en puissance du marché américain ou du marché chinois, ils ont finalement décidé un peu de les laisser de côté. Et donc on se retrouve avec maintenant ce pays-là qui truste finalement tout le positionnement milieu ou haut de gamme, enfin pardon, pas haut de gamme, mais on va dire entrée au milieu de gamme sur ces pays-là, avec une gamme de cépages internationaux complète, des prix en fait rendus pour les opérateurs qui vont travailler sur ces vins-là qui sont quasiment imbattables, c'est-à-dire que et puis on va dire des profils produits et puis une quantité à pouvoir approvisionner certains gros opérateurs qu'on aurait même du mal en fait à faire ici, c'est-à-dire qu'effectivement même si on a une offre cépage très forte, si je prends par exemple le Languedoc là d'où je viens, c'est 1 100 000 par exemple hectos de Merlot, la capacité totale en fait en IGPOC. On n'est peut-être même pas à ce niveau-là en fait sur le Merlot chilien. Mais par contre, c'est quelques opérateurs qui peuvent faire
entre 1 et 1,5 million d'hectos, donc ils sont capables de proposer d'alimenter des marques à plus de 100 000 hectos, quoi, sans qu'il y ait le moindre problème. Et c'est vrai que là, on voit que par contre, des fois, l'atomisation qu'on connaît chez nous, elle nous empêche de pouvoir rentrer en fait, sur ce genre de marché. Je vous avertis juste sur un point, c'est que le temps défile, et je vois que vous avez beaucoup de feuilles devant vous. Non, c'est le deuxième pays, c'est ça, donc il m'en reste. Il vous en reste 3, Je vais raccourcir, je vais essayer d'accélérer. Juste pour revenir sur la Chine. Sans accélérer, gardez-en le sucre. Voilà. Juste pour revenir aussi, c'est pas forcément un pays entrée de gamme, puisque quand on parle de la Chine, si on regarde les stats, c'est volume-valeur, on est sur des prix moyens et des prix extrêmes qui sont supérieurs à ce que, quand on est sur le segment vrac, de ce que la France est capable de faire. C'est-à-dire on travaille avec des opérateurs qui sont capables d'alimenter des gros opérateurs chinois à hauteur de 3,50 € le litre. Donc pour donner 3,50 $ le litre, donc ce serait l'équivalent d'une... je sais pas, on doit être quasiment sur des crues, peut-être dans la vallée du Rhône. On est sur des appellations village. Quoi. Donc, et là, effectivement, souvent, le profil produit, ça va être beaucoup de... Alors ça va tordre le cou peut-être aux tendances dont on a pu parler juste avant, mais pour le coup, là, c'est ce que ces acheteurs-là vont venir chercher, c'est des profils avec beaucoup de sucrosité, beaucoup d'alcool, des milieux de bouche qui sont parfaits, pas de notion de tanin vert ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la notion de vin sec, sachez qu'à l'international, la définition de sec, c'est en dessous de 4 grammes, quand chez nous, en fait, quand on dépasse 0 grammes par litre, on a déjà la sensation d'être dans des vins qui sont doux, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose effectivement à réfléchir par rapport à ça, parce qu'effectivement le consommateur va dire qu'il n'aime pas les vins doux, et au final 4 ou 6 grammes, et pour revenir justement aussi du salon de Provine, où on va dire que dans les pratiques commerciales de pas mal d'opérateurs, ils ont tendance un peu à booster en sucre les échantillons pour leur donner un côté beaucoup plus flatteur. Donc il y a peut-être aussi quelques pistes à réfléchir de ce côté-là. Donc pour quelques opérateurs effectivement très forts, notamment Cancha et Toro, qui a tellement grossi qu'il a même réussi à racheter Fetzer il y a quelques années pour ancrer encore plus sa présence sur le marché américain. Un pays dynamique qui malheureusement en fait tout n'est pas rose. Là depuis la crise que connaît l'Australie, dont on va parler juste après, pâtit un petit peu, se retrouve avec des stocks importants de vin rouge et qu'il a du mal à écouler. Si on doit faire un parallèle aussi sur l'offre en AOP, enfin sur les appellations, c'est pas uniquement une production qui va être en cépage. On voit un intérêt croissant sur les appellations, que ce soit sur les Sauvignons ou les Cabernets, des appellations comme Maipo, Apalta, Leida, Casablanca, si vous avez l'occasion de goûter. Je fais vite, ouais. Ok. On va passer maintenant à l'Australie, qui est un pays structuré historiquement pour attaquer le marché. C'est passionnant, vous nous racontez vos vacances en même temps, c'est cool. Ouais, c'est un voyage, hein, c'est sympa. C'est le seul qui me manque, celui-là, j'ai pas l'occasion d'aller. Qui était donc historiquement structuré pour attaquer le marché UK. À côté de ces marchés de prix dans la moyenne mondiale, il a su également aussi développer des appellations en vin rouge à forte valorisation. Donc on peut citer Barossa, McLaren ou Coonawarra, qui ont fait également le succès des hauts de gamme et qui a fait notamment le succès de cette offre sur le marché également chinois, puisque pendant longtemps en fait ils ont réussi à être dans le top 3, à devenir le premier, et finalement pour des problèmes en novembre 2019 sur un fond géopolitique, finalement perdre ce marché-là. Donc c'est un pays qui peut être intéressant à avoir en tête. On a connu, je dirais en France aussi, la taxe Trump, donc on a eu un petit avant-goût. Ça nous a fait mal quelques années, enfin quelques mois. On a réussi à trouver quelques manières de la contourner. Pour le coup, le marché australien, là, depuis 2019, c'est grandeur et décadence, c'est-à-dire qu'on est passé de tout en haut avec des opérateurs qui vendaient tout très cher à finalement un marché qui est en train de s'écrouler, des stocks très importants, des gens qui regardent ce qui se passe en France avec les annonces de distillation comme une espèce de rêve, c'est-à-dire que pour eux, on est dans une offre totalement de marché, donc effectivement il n'y a pas de régulation du tout, donc eux ils se retrouvent avec
des volumes importants et très peu d'autres pays pour pouvoir les envoyer. Juste préciser sur les changements géopolitiques dont vous parliez, vu d'Australie, la Chine, Singapour, le Vietnam, ce sont des marchés régionaux pour eux. Tout à fait. C'est très éloigné, ils sont aussi éloignés que nous, mais n'empêche que... Et on va dire qu'il y avait une proximité aussi qui leur permettait d'attaquer ces marchés-là sur quelques semaines de bateau quand il en faut quasiment... quand on est plutôt entre 6 et 8 semaines pour revenir en Europe. La distance à vol d'oiseau est la même, mais ils n'ont pas le cap de Bonne-Espérance, ni le détroit, ni le canal de Suez, pardon. C'est ça. Donc je disais effectivement un pays qui malheureusement nage un peu dans des volumes importants depuis quelques années, qui a aussi une particularité en termes de profil produit avec des vins qui sont souvent très mûrs, toujours un peu édulcorés. Et encore une fois, une gamme cépage en fait, qui leur permet de structurer l'offre. Alors, quel cépage, je voulais faire un parallèle. C'est vrai qu'on dit souvent les cépages internationaux, c'est un peu la clé du succès. Bon, il faut se dire que malheureusement, dans un monde où il faut essayer des fois de se diversifier, où par exemple l'Italie, avec ses cépages autochtones, arrive un peu à prendre un contre-pied des Big Five, qui sont les grands cépages au niveau international. Malheureusement, on s'est un peu fait voler les cépages internationaux, c'était à la base nos cépages autochtones, donc c'est vrai qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres cépages pour revenir là, ou peut-être plus pousser certaines AOP avec les profils uniques qu'elles peuvent proposer. Vous parlez du Syrah, donc le Shiraz australien. Tout à fait. Avec effectivement deux marques fortes et deux comment dire, le haut et le bas et le très haut de la pyramide, puisque Yellowtail qui a été longtemps la première marque vendue d'ailleurs aux USA, qui est sur un positionnement aux alentours des $5. Et quand Penfolds, alors là je sais pas, ils ont tellement décliné la notion de cuvée qu'on connaît Grange qui doit être l'équivalent d'un grand cru bordelais, et ça c'est peut-être une bouteille qui va sortir dans les 25 ou $30. Et ce qu'on ne voit pas bien ici, mais que je vois mieux sur mon document, c'est que quel que soit le prix de la bouteille, on est sur de la vis. Oui, c'est vrai qu'en termes de bouchage, peut-être que je dirais que moi, à défaut d'envisager la canette comme un alternatif, dites-vous, quand vous voyagez dans certains pays, alors j'entendais les questions des sommeliers, mais il y a dans certains restaurants, surtout avec les problématiques de trouver du personnel qualifié, il y a des gens qui sont incapables d'ouvrir un bouchon, quoi. C'est-à-dire que quand vous les voyez en face de vous en train de prendre le couteau sommelier, ils sont totalement perdus, quoi. Alors que la capsule à vis, c'est devenu... Vous allez dans certains restaurants d'Avignon, vous voyez des personnes vous servir le vin et vous vous dites qu'ils n'en ont jamais servi non plus, donc c'est pas grave. Juste une dernière chose pour passer après le marché, pour passer au slide suivant. C'est un pays aussi qui va se caractériser par une concentration de très gros opérateurs qui sont aussi peut-être davantage en mesure finalement d'initier des changements, et puis je vais accélérer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est un pays qui a une grosse consommation nationale. On est quasiment à 40% en fait de la consommation domestique représente 40% de la production. Malgré de fortes taxes sur le vin qu'il n'y a pas sur la bière, précisément pour protéger une consommation intérieure culturelle forte dans ce pays sur ce produit. Oui, mais je crois que de façon générale, quand vous voyagez un peu, à part quand vous quittez l'Europe et les pays producteurs, trouver des vins en dessous de $10, 10 €, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être aussi Alors c'est difficile de le dire quand on est dans le contexte dans lequel on vit à l'heure actuelle, mais c'est vrai quand on regarde la segmentation des produits dans d'autres pays consommateurs, on n'est pas du tout sur ces niveaux de prix. J'en prends pour exemple, si on doit parler justement de prix et du marché américain qui est vraiment segmenté par en dessous de 9,99, de 9,99 à 12,99, jusqu'à $15, enfin 14,99 ou 19,99. Là, vous avez deux types de produits qui sont considérés un petit peu comme les leaders et puis des très gros potentiels. On a Joel Gott, qui est une marque qui appartient, je crois, à Vintage Wine Estate, qui est dans le top 5, en fait, peut-être pas le top 5, ils sont plutôt dans le top 10 des opérateurs américains. Et là, on est plutôt sur un $20 en fait en positionnement. Et The Prisoner, qui a été racheté par Constellation, Dave Finney, le fondateur de cette marque, ça c'est un produit qui va se vendre plutôt aux alentours des $50. Et ça, c'est deux produits qui ne connaissent absolument pas la crise en fait sur le marché américain, quoi. Le marché américain, donc effectivement, c'est déjà rappeler que la Californie, ça représente 80% en fait de la production totale.
c'est réparti en quelques appellations, mais le gros de la production en fait, va se situer dans la Central Valley. Le marché il est trusté par alors on parlait des Big Five pour les cépages, mais là-bas c'est le Big Three quoi, c'est pas comme en safari quand on va en Afrique du Sud, mais c'est Gallo, The Wine Group et Constellation qui sont vraiment qui trustent finalement le marché avec un positionnement complet, c'est-à-dire à la fois leur production mais également des produits d'importation. Et c'est vrai que dans les éléments importants que je voulais tenir, c'était de dire qu'effectivement, un des succès du marché américain pour ces opérateurs-là, c'est le contrôle des tendances mondiales grâce à l'importation des private labels. Ce que je veux dire par ce commentaire-là, c'est que c'est finalement un marché qui nous semble très proche, en mesure effectivement de pouvoir importer nos vins, mais je dirais que les opérateurs qui sont présents, ils défendent l'espace de leur linéaire bec et ongle, et ils ne laissent pas forcément rentrer n'importe qui. C'est-à-dire que s'il y a une tendance du Prosecco, vous trouverez très peu de marques de Prosecco italiennes là-bas, mais elles sont toutes finalement dans les mains de ces fameux 3 opérateurs ou du top 10. Et il y a vraiment très peu de place en fait pour un producteur finalement de rentrer là. Ou alors, les seuls exemples, c'est des gens qui vont réussir à se différencier par une marque forte. Encore une fois, on pourrait parler du monde du luxe, on pourrait parler des marques de luxe françaises ou des opérateurs type Gérard Bertrand avec effectivement des produits qui ont réussi finalement à s'implanter, à pénétrer. Allez, rapidement, on va passer sur notre dernier pays qui est l'Afrique du Sud. Ouais, et juste une chose, alors, avant que j'oublie, j'en ai pas parlé sur les US, mais on parlait d'une gamme qui était vraiment intéressante, enfin toutes ces notions de wine cooler. Il y a un produit qui s'appelle Stella Rossa, que je tiens à noter si vous avez l'occasion d'aller chercher ça sur internet. C'est un produit qui est assez particulier puisqu'il vient de dépasser en fait l'année dernière les 270 millions de cols, et c'est un produit qui justement cible on parlait des hauts tacos, qui cible justement la consommation mexicaine, et c'est un produit qui va à l'opposé des codes des consommateurs, enfin des connaisseurs consommateurs, et qui a décidé de faire quelque chose, d'aller chercher du faible alcool, des bulles, du sucre sur des vins rouges et énormément de budget en fait sur la communication. Quoi. Voilà. Okay. L'Afrique du Sud, un pays qui est assez intéressant en termes de production de cépages, 65% de production de vin blanc, suivi par le rouge et les rosés, une coopération qui est structurée et qui représente 70% de la production. C'est un pays qui vient d'il y a quelques années de très peu de consommation nationale à finalement presque la moitié. La consommation nationale, en fait, elle est tirée principalement par des produits de très très entrée de gamme, et qui sont des vins avec des bag-in-box 5 litres. Et l'idée, c'est d'attaquer en fait les anciens consommateurs de bière ou de spiritueux forts, et en leur proposant un rapport qualité-prix, degré d'alcool, quantité de produit qui est le plus intéressant, quoi. C'est un pays qui, effectivement, en termes d'exportation, a la chance de pouvoir travailler avec l'ex-Commonwealth, et puis des niveaux de douane qui sont abaissés sur certaines catégories. Donc, en Europe, il n'y a pas de droit de douane sur les rosés ou sur les rouges inférieurs à 13. Et sur certains blancs, ils ont des contingents de volume qui peuvent être importés sans droit de douane. Que dire de plus ? On va rappeler que le Commonwealth, c'est notamment l'Inde, et qu'il y a juste 1 milliard d'habitants sur le marché. Ouais, mais à l'heure actuelle, on va dire que le gros de leur marché, c'est surtout UK et Scandinavie, et avec effectivement aussi une capacité à pouvoir proposer des éléments différenciants qui vont être... alors désolé pour faire mon Jean-Claude Van Damme, mais sustainable, je crois que c'est développement durable, c'est ça ? Oui, de Bistofly. Voilà, exactement. Je suis aware avec les termes anglais. Et fair trade, donc c'est tout ce qui est... type Max Havelaar, effectivement. Quoi. Donc ça, c'est des choses qui vont, à défaut d'avoir peut-être une offre bio, ils ont ce genre de labels environnementaux, de certifications qui permettent d'intéresser certains opérateurs. On laisse la place aux questions après, pour pas passer du temps. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, ok. Si vous avez un point encore à rajouter, peut-être rapidement, mais... Sur ce pays-là, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? C'est assez marrant de voir qu'il y a deux marques, il y a quelques opérateurs forts qui sont des opérateurs locaux. Donc Kumala, c'est Distel, un gros groupe de spiritueux, et Two Oceans, qui est une marque d'un groupe
historiquement qui était lié à Constellation, qui s'appelle Accolade, mais qui a une vraie culture en fait de production dans cette zone-là. Merci Florence Esqui. Ouais, je suis désolé pour les... Non, pour de faire. On vous remercie. Est-ce qu'on a une première question pour Florian Esqui? Pas encore. Moi j'en avais une, vous avez évoqué tout à l'heure la distillation. Est-ce qu'on observe à l'étranger comme en France un phénomène de forte distillation dans les domaines? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'Australie, vous nous avez dit que là-bas, effectivement, il n'y avait pas d'aide à la distillation, qu'on se retrouvait avec des stocks dont on ne savait pas quoi faire. C'est le cas également dans les autres pays que vous nous avez cités, voire plus proche de nous, en Italie ou en Espagne. On va dire que les phénomènes de distillation, ils sont surtout, on va les retrouver surtout principalement en fait, dans la partie européenne, mais au niveau mondial, il y a très peu de recours à ça. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'Australie, on a des opérateurs qui préfèrent presque se dire qu'ils préfèrent ouvrir les vannes à la rigueur que de garder ces produits-là. Alors ils ont des fois la problématique de devoir maintenir leurs engagements avec leurs producteurs pour lesquels ils sont en contrat sur l'approvisionnement, et de leur proposer de changer un peu leur production pour éviter de rajouter du stock au rouge, puisque de façon générale, on va dire qu'on est plutôt dans un monde où on a trop de vin rouge et on n'a pas assez de vin blanc. Et notamment les réponses que peuvent apporter la filière australienne, c'est de se dire faisons des blancs de noir ou surgreffons pour essayer de partir dans des productions dont on sait qu'elles trouveront elles auront un débouché commercial, alors que plus de vin rouge sur les stocks de vin rouge, on ne sait pas quoi en faire finalement. Ça. Alors tout le monde rêve à défaut de distillation, tout le monde rêve que l'après-Covid en Chine permette de rouvrir un peu les portes. Je voulais juste citer un chiffre, alors je ne sais pas si ça rentrera vraiment là-dedans, mais je me suis fait confirmer ça là, il y a quelques jours. Le marché chinois, quand on parle de la consommation, alors quand on parle du vin, je crois qu'on n'est même pas à 1 litre en fait, par personne et par an. Bon, sur un marché de 1,6 milliard, 600 millions, c'est déjà pas trop mal. Par contre, si on ramène ce chiffre-là au litre d'alcool pur, qui pourrait nous donner aussi une espèce d'une ouverture sur ce qu'on a pu voir sur les consommations de bière ou d'alcool, on parle d'un pays qui consomme 15 litres d'alcool pur par personne et par an. Quand la France, à l'heure actuelle, est à 12,3 litres. Et quand vous dites 15 litres d'alcool pur, c'est pas pour nettoyer par terre, c'est pour le boire. Hein. C'est pas la consommation des ménages pour effectivement nettoyer. Non, c'est la consommation de l'alcool pur 40 degrés quand on est sur un spiritueux, 12 ou 13 quand on est sur du vin, et 5 ou 6 quand on est sur de la bière. Donc ce qui veut dire qu'on a effectivement, alors je disais 12,3 pour la France, 9,9 pour les USA, donc potentiellement on peut espérer que de par peut-être la volonté politique des dirigeants chinois, que la consommation d'alcool fort baisse au profit effectivement du vin. Et si on peut souhaiter qu'ils doublent leur consommation de vin pour peut-être nous remettre tous dans une situation qui sera un peu plus... Ça dépendra aussi de la situation géopolitique dans laquelle nous place la Chine, et pour l'instant ça ne prend pas le chemin du vin, ça prend plutôt le chemin de la vodka, mais c'est un autre sujet. Est-ce qu'on a une question? Oui, monsieur. Alors, vous avez parlé en introduction de changement climatique. On en a assez peu parlé au final durant les interventions, mais comme vous avez fait un focus un peu sur différents pays, comment est-ce que ces pays prennent en compte le changement climatique et comment est-ce qu'ils intègrent la réflexion sur leur développement, notamment, vous avez dit que le Chili et l'Australie, ils sont en crise, donc est-ce que c'est pas un horizon de sortie de crise peut-être? Oui, alors je pense qu'on est tous, c'est assez marrant de se poser des fois la notion d'irrigation en France, alors qu'on a déjà des pays qui ont déjà anticipé, qui avaient déjà des systèmes d'irrigation, mais qui s'aperçoivent qu'il n'y a rien pour remplir les tuyaux, quoi. Donc ils vont être obligés de réfléchir à peut-être changement de zone de plantation, changement de cépage, essayer d'aller chercher des viticultures qui soient moins consommatrices. Je dirais qu'il n'y a pas forcément une réponse, tout le monde essaye un peu d'imaginer différents concepts. J'étais juste avant Provence, en fait, dans le nord de l'Italie. Si on est dans le nord de l'Italie, dans des vignobles comme Trento, Bolzano, le Sud-Tyrol, c'est des gens qui se disent, c'est pas grave, avec l'augmentation des degrés,
si la viticulture elle arrive jusqu'à 600 ou 800 mètres à l'heure actuelle, peut-être qu'on pourra la faire monter jusqu'à 1000 mètres d'altitude, et puis on pourra effectivement trouver une réponse à ça. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a des pays où historiquement la viticulture n'était pas traditionnelle, et il y a moins de réflexion ou d'appréhension à arrêter la production de raisins au profit d'autres cultures qui seront peut-être plus pérennes en fait dans le temps, quoi. Donc ça a été un moment le cas en fait en Afrique du Sud, où on a eu une régression un petit peu de la quantité de plantation de vignes au profit des agrumes. Et là, on est en train de se rendre compte que le problème de l'agrume, c'est qu'il faut de la main-d'œuvre, c'est pas forcément mécanisable, et qu'il faut beaucoup d'eau. Donc en fait, on a un retour en arrière en fait de ces agriculteurs-là. Pour répondre à monsieur, c'est en fait plutôt une gestion pragmatique de l'espace agricole qui fait que si aujourd'hui on peut continuer la vigne, on continue la vigne, mais s'il faut planter des oranges, on les remplacera. C'est ça. Et c'est, je sais pas, effectivement, si on va effectivement en Californie, pour regarder la Central Valley, il y a, de toute façon, pour les producteurs, enfin pour les agriculteurs là-bas, c'est la notion de se dire, est-ce que je continue de produire finalement du raisin, ou est-ce que je vais sur des industries comme, je sais pas, les fruits à noyaux, comme, je sais pas, les pistaches, les amandes, alors qu'on... C'est le leader mondial de la production d'amandes, la Californie. Mais avec un système qui fonctionne que parce qu'il y a de l'arrosage suffisant, quoi, pour pouvoir effectivement approvisionner. Un arrosage qui vient du Nevada. Oui, exactement. Donc, qui fait plusieurs milliers de kilomètres. Une question.